Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Contrepoint. Aujourd'hui, je reçois Karl Friedrich Israel, économiste d'inspiration autrichienne et de nationalité allemande, mais qui nous fait le plaisir de faire cette interview en français dans laquelle nous parlons des banques centrales, en particulier leur histoire et puis leurs effets, les effets redistributifs des banques centrales qui enrichissent les uns, appauvrissent les autres, avec un sens de la justice souvent un peu discutable. Donc voilà, c'est ce qu'on aborde en détail dans cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, soit par le flux RSS, soit sur YouTube, et puis de le partager aussi avec vos amis, vos connaissances, pour faire un peu découvrir des idées différentes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après. Karl Friedrich Israel, bonjour. Bonjour Pierre. Tu as étudié l'économie, les mathématiques appliquées, les statistiques à l'université de Humboldt de Berlin, à l'ENSAE de Paris et l'université d'Oxford. Surtout, tu as obtenu ton doctorat à l'université d'Angers en France et ton HDR à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bon, ça fait déjà des jolis titres. Actuellement, tu es maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et tu occupes la chaire de politique économique à l'Université de la Sarre à Saarbrück en Allemagne. Donc, pour faire une présentation plus courte, tu es économiste, tu es un jeune enseignant-chercheur très productif et tu as beaucoup écrit en particulier sur les questions de banque centrale et d'inflation, et je pense pouvoir dire que tu es un des représentants actuels proéminents du courant d'économie autrichienne qui a une vision assez particulière sur les banques centrales. Donc si je te reçois aujourd'hui, et c'est un grand plaisir de te recevoir, c'est notamment pour qu'on fasse une émission consacrée aux banques centrales. Qu'est-ce qu'elles font, quelle est leur histoire et quels sont leurs éventuels défauts, puisque chez les libéraux en général et les Autrichiens en particulier, on aime bien parler de leurs défauts. Peut-être avant de commencer vraiment sur les questions que j'ai préparées, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé d'abord d'un point de vue personnel à étudier l'économie et à l'approfondir autant, et pourquoi t'être concentré sur ces questions de monnaie, de banque centrale? Comment est-ce que tu as découvert notamment le courant de l'économie autrichienne? Donc moi j'ai commencé à étudier en 2008. C'était pendant la crise financière. Et à l'époque, je me suis intéressé par trois matières. C'était les maths pures, la psychologie et l'économie. Donc j'ai hésité entre les trois. Et bon, c'était probablement la crise financière qui m'a poussé vers l'économie parce que je voulais vraiment comprendre quelles sont les causes de ce genre de crise. Et donc c'est pour cette raison que j'ai commencé mes études en économie à Berlin. Et bah, peu après, j'ai découvert l'école autrichienne qui a une très bonne explication des crises économiques, à mon avis. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis spécialisé dans la théorie monétaire et la politique monétaire. Selon l'école autrichienne, ce sont les banques centrales et leurs politiques monétaires qui sont euh, ou qui causent des fluctuations macroéconomiques et des crises financières, des crises économiques. Est-ce qu'à l'époque, ça ne semblait pas, je dirais pas complotiste, mais en tout cas une explication extrêmement minoritaire de s'intéresser à ce que faisaient les banques centrales, alors que pour les souvenirs que je peux en avoir de 2008, où bon, j'avais quand même, je pense, une vingtaine d'années, un peu plus, ça nous était présenté comme une énième crise du capitalisme trop exubérant, et au contraire, les banques centrales avaient été présentées comme les pompiers dans l'histoire, les sauveteurs. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une influence intellectuelle en particulier qui t'a poussé à t'intéresser à une explication qui semblait presque farfelue, ou est-ce que c'est vraiment toi qui es arrivé à ces conclusions-là en étudiant un petit peu toutes les explications possibles? Euh, voilà, moi j'étais étudiant à l'époque, je savais rien, donc j'ai Ouais. découvert des différentes explications des crises. Et je me rappelle que bah, au début, pendant mes premiers semestres à Berlin, on avait un séminaire hors, hors des cours principaux.
organisé par un de nos professeurs de macroéconomie. Et dans ce séminaire, on avait des invités qui ont expliqué des crises de manière différente. Donc, ils ont présenté des explications différentes selon les différentes écoles, euh, entre autres l'école autrichienne. Mhm. Et moi, j'ai juste j'ai essayé de comprendre, j'ai comparé les différentes approches et je trouvais que l'explication des Autrichiens est convaincante. D'accord. Euh, donc c'était vraiment par comparaison et par réflexion que j'ai voilà, découvert et apprécié les idées autrichiennes. Je dirais que les gens qui sont à l'aise avec l'outil mathématique sont peut-être un peu plus réticents à s'intéresser à un courant d'économie qui leur dit les maths c'est très bien, mais pas pas dans le cadre de la science économique vue comme la praxéologie. Est-ce que pour toi ça a été quelque chose qui t'a un peu rebuté au départ dans l'économie autrichienne ou est-ce que au contraire tu as trouvé ça tout à fait normal? Moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal, mais tu as raison, c'est un peu le cliché, mais c'est pas vrai en fait, hein. Si je te donne un exemple, l'économiste Murray Rothbard aux États-Unis, un grand Mhm. Autrichien du XXe siècle, euh, il a étudié les statistiques euh, initialement à New Ouais. York. Euh, et voilà, moi aussi, j'ai commencé mes études en économie, oui, mais je me suis spécialisé en maths appliquées quand j'étais à Paris. Et plus tard, j'ai fait un master en statistique appliquée. Donc, mon intérêt pour l'économie autrichienne, euh, c'était pas un problème pour moi. Et j'ai pensé que c'est aussi peut-être un avantage de maîtriser les études quantitatives, les approches mathématiques, statistiques, pour bien comprendre ce que fait le mainstream. Oui, tout à fait. Parfois, l'économie autrichienne nous est présentée comme avec une méthode entièrement a prioriste, hypothético-déductive, qui pourrait quasiment totalement se passer de vérification empirique. Or, j'ai l'impression, pour ce que j'ai pu lire de tes travaux, que quand même, tu fais partie de ceux qui cherchent tout de même à obtenir des données pour tester un peu les explications qui sont proposées par les courants d'inspiration autrichienne. Même si ces explications sont bâties avec des hypothèses et de la déduction, est-ce que tôt ou tard, on n'est quand même pas obligé un petit peu de s'embarrasser de données empiriques? Oui, à mon avis, les données empiriques, les études statistiques ont une fonction assez importante en économie. Elles nous aident à décrire des phénomènes qu'on cherche à expliquer. Mais les explications, c'est vrai, selon l'école autrichienne, des explications sont basées sur la théorie et la théorie pure en économie, elle est a priori. Euh, donc c'est vraiment une discipline logique où Ludwig von Mises, il a dit que c'est la praxiologie, la logique des actions humaines. Euh, et son approche est déductive. On commence avec certaines actions ou idées qui sont vraies, Et qui sont indiscutables, c'est ça, qui sont du style on préfère plus à moins, par exemple. indiscutables, oui voilà, indiscutables. Mais il est aussi vrai que très souvent on a des hypothèses supplémentaires qui sont d'une nature empirique. Et là, il faut bien évidemment, il faut regarder dans les données empiriques si ces hypothèses sont vraies ou pas pour l'application de certains aspects, de certaines parties de nos théories économiques. Donc, euh, l'analyse empirique, elle a une fonction très importante. Et dans le mainstream, à mon avis, euh, la puissance des méthodes empiriques est exagérée. Donc, c'est pas pour tester la théorie, mais c'est plutôt pour l'application des théories dans certaines situations qu'on a besoin des études empiriques. Et c'est pour la description. Donc, on peut utiliser des statistiques descriptives pour mieux comprendre les phénomènes qu'on cherche à expliquer. D'accord.
Ok, bah merci beaucoup pour ces précisions méthodologiques et je vais donc passer au thème qui m'intéresse, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Tu as fait une thèse sur the cost of central banking, je crois, donc les coûts du mécanisme de banque centrale. Les coûts et les avantages. Les coûts et les avantages. Ah oui, donc il a quand même fallu que tu Voilà. trouves quelques avantages. Non, je plaisante. Bien nuancé. C'est ça. Mais alors ma première question va être très simple. Nous, on a l'habitude dans nos générations, bah, la banque centrale c'est une donnée, c'est quelque chose. Enfin, on n'imagine pas que ça puisse être autrement. À l'échelle du monde, il me semble que c'est relativement récent l'émergence des banques centrales. Donc, quand est-ce que les banques centrales ont émergé et pourquoi? Ok, les premières banques centrales sont apparues en Europe à peu près au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc oui, dans l'histoire de l'humanité, c'est plutôt jeune. Et les premières ont vu le jour en Suède et en Angleterre. Euh, et on peut dire que leur objectif premier était de faciliter des finances publiques, c'est-à-dire de refinancer la dette publique. Ces banques centrales, elles ont souvent reçu le droit exclusif d'émettre des billets de banque ou de papier-monnaie. Euh, et cela était très souvent lié à la financement des conflits militaires. D'accord. Donc, si je comprends bien, au départ, ces banques centrales, en fait, elles n'ont pas tellement émergé comme, je sais pas, elles n'ont pas été pensées comme l'outil unique de la création monétaire et de la stabilité financière. C'était plutôt une banque au service de l'État. Et c'est ensuite, je crois que c'est devenu beaucoup plus monopolistique et que ça a évincé toutes les autres banques. Mais au départ, donc toi tu me dis c'est principalement vu comme un outil de financement. Oui, je peux te donner quelques exemples Oui, volontiers. historiques. Donc, dans le cas de l'Angleterre, où on a une des premières banques centrales dans le monde, euh, la Bank of England, la banque centrale anglaise, elle a été fondée en 1694 et voilà, son objectif premier était de mettre des fonds à la disposition de la couronne anglaise euh, pour qu'elle puisse construire une flotte capable de rivaliser avec celle de la France. Bon, Ouais. à l'époque, la France était le grand adversaire de l'Angleterre. Et voilà, peu après, nous avons eu la guerre de 9 ans Ah, contre elle est la pas très France, hein, connue entre celle-là. l'Angleterre et la France. Euh, oui, mais c'était quand même Ah une oui, bien sûr. guerre. Nous on connaît Et bien après celle cette de guerre, 30 ans, c'était de la... 7 ans, de 100 ans, mais celle de 9 ans, Euh, j'avoue euh, qu'on la connaît pas trop. Après la guerre de 9 ans, les Français ont accepté Guillaume d'Orange comme roi de l'Angleterre. Oui, Voilà. d'accord. Et un autre exemple, hein, la Banque de Oui. France, elle a été créée en 1800, un peu après la Révolution, la Révolution française, Mhm. qui a été très coûteuse, bien évidemment. Et voilà. Oui, parce qu'il y a eu Donc, la révolution plus bah déjà on a fait enfin je dis on j'y étais pas mais les Français ont fait la révolution déjà en partie pour des raisons de ruine financière et économique etc. Par-dessus on a les troupes de la révolution ouais, et par-dessus on a toute l'Europe qui vient nous faire la guerre et puis on leur rend bien ensuite. Donc non effectivement les difficultés et économiques je voilà. pense que chacun les comprendra. Et peu après la création de la Banque de France, on a les guerres de Napoléon en Oui. Europe. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a une corrélation entre la fondation de la Banque centrale et des conflits militaires. Et Et pour donner un troisième exemple, c'est la Federal Reserve System aux États-Unis, la Réserve fédérale, c'est la mhm, banque centrale des États-Unis. Elle a été fondée en 1913, donc elle est vraiment assez jeune. oui. Et voilà, quelques années après, euh, les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale. Et voilà, Oui, c'est une donc c'est hypothèse, mais souvent lié à des. Ouais, la ouais, bien banque sûr. En tout cas, c'est un outil de centralisation, comme son nom l'indique, de captation, de canalisation, on va dire, des ressources réelles via la monnaie
au service de l'autorité qui contrôle plus ou moins directement ce système de banque centrale. Voilà, oui, cette corrélation entre les fondations des banques centrales et les conflits militaires, c'est très stable, hein. On trouve Ouais, beaucoup d'exemples comme ça. Et il me semble indéniable que les banques centrales euh, ont facilité les finances publiques et ont donc aggravé ces conflits militaires, d'accord. entre autres choses. D'accord. Et à l'époque, on ne parlait pas de banque centrale. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a commencé à parler de banque centrale? Parce qu'il me semble qu'on parlait de Banque d'Angleterre ou de Banque de France quand on les a fondées, mais elles étaient peut-être pas centrales au sens où, je crois, enfin d'après ma compréhension assez faible de la question, c'était une banque avec un rôle spécifique et des investisseurs et peut-être des règles spécifiques, mais ça restait une banque parmi d'autres. Oui, mais quand même une banque particulière, une banque nationale. On a dit à l'époque peut-être banque nationale plutôt que banque centrale. Très souvent, ces banques ont reçu un monopole d'État pour l'émission des billets de banque. Donc, si tu veux, c'était un monopoliste imposé par l'État, un monopoliste dans la production de monnaie ou dans la production de substituts de monnaie. D'accord. Et ces banques, alors pour l'exemple de la Banque de France, je veux pas dire de bêtises, hein, il faudra que je vérifie, mais il me semble qu'en plus les actionnaires de la banque en question, c'était pas le peuple français, c'était pas l'État, c'était il y avait des actionnaires privés tout de même. Est-ce qu'il y a des fortunes privées qui se sont construites comme ça grâce aux privilèges accordés à ces banques nationales devenues banques centrales? Oui, beaucoup. Non. D'accord. C'est c'est vrai que la plupart des banques centrales ont été fondées en tant qu'institutions formellement privées, Mhm. étaient donc elles étaient donc détenues par des hommes d'affaires, des banquiers, des marchands, Mhm. etc. D'accord. Donc, pour donner un exemple là aussi d'une publication assez intéressante, il y a un excellent article d'un jeune collègue français qui est professeur aux États-Unis. Mhm. Il s'appelle Louis Rouanet. Et son article a été publié en 2019 dans la revue américaine Public Choice. Et le titre est le suivant, The Interest Group Origins of the Bank of France. Et Louis soutient la thèse que la Banque de France a été le produit d'un comportement de recherche de rente, hein, plutôt que de la poursuite de l'intérêt public, comme on le suppose généralement. Et donc la banque a été fondée principalement pour des intérêts privés. Et là encore, on peut trouver autre exemple. La Réserve fédérale des États-Unis, elle était fondée par un groupe de banquiers, euh, mais avec le soutien du Congrès américain. Donc c'est souvent une mélange entre des intérêts privés, Oui, c'est du pur capitalisme de connivence, là. voilà. Donc elle aussi, la Réserve fédérale a été fondée principalement pour des intérêts privés. Alors, nous pouvons considérer les banques centrales, si tu veux, comme un outil de cartélisation du système bancaire ou un outil de monopolisation. Et cela, bien évidemment, augmente les rentes de ces propriétaires, les propriétaires des banques centrales, qui sont souvent privés. Même aujourd'hui, la Fed aux États-Unis, elle est détenue par des institutions privées. Ce n'est plus le cas en France ou en Allemagne, mais aux États-Unis, c'est toujours le cas. Oui, ça paraît incroyable comme ça. Est-ce que moi je peux investir dans la Fed si je veux? Est-ce que je peux devenir actionnaire de la Fed? Non, parce que moi je veux profiter du système aussi, hein. Nos auditeurs aussi, non? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, ce fait explique que de nombreux critiques de gauche considèrent la Fed ou les banques Mhm. centrales comme des institutions du capitalisme ou du libre marché parce que elles sont souvent détenues par des institutions privées ou par des hommes privés. Ouais. Et, mais c'est bien sûr trompeur.
hein, cette idée que les banques centrales sont des institutions émergentes du capitalisme. C'est pas le cœur du problème, en tout cas, c'est pas leur principale caractéristique, il me semble. Oui, peut-être ça enrichit quelques fortunes privées au passage, mais ça me semble plus important de souligner que ça vole à plus grande échelle l'épargne publique et que ça la dirige vers des investissements improductifs. Voilà, la caractéristique principale des banques centrales, c'est leur monopole accordé par le gouvernement. C'est un monopole dans la production de monnaie, dans la production de monnaie de base aujourd'hui, on dirait. D'accord. On va parler un peu plus en détail du fonctionnement des banques centrales et notamment donc de la création monétaire, mais avant cela, on aurait l'impression peut-être à nous entendre jusqu'ici que c'est depuis l'avènement des banques centrales que l'État peut manipuler la monnaie et contrôler vraiment le système monétaire pour faciliter les finances publiques et donc les guerres, les gaspillages d'argent et tout ce qui va traditionnellement avec. Ceci dit, les manipulations monétaires sont quasiment aussi anciennes que la monnaie, parce qu'à l'époque où, par exemple, on avait des pièces d'or qui circulaient, bah, il pouvait y avoir des rognages de pièces d'or. Alors, je sais pas, moi, par exemple, on impose d'accepter une pièce à sa valeur faciale, celle qui est frappée comme ça sur la pièce elle-même par celui qui a le monopole de battre monnaie, alors que ce soit un seigneur ou un roi, enfin peu importe. Mais s'il a lui la possibilité, si ce n'est le droit, mais au moins la possibilité de diminuer la quantité de métal précieux détenu dans la pièce, ça revient exactement au même. Donc est-ce que est-ce qu'il y avait besoin des banques centrales pour que l'État centralise la richesse, puisqu'il pouvait déjà le faire au travers des systèmes de monnaie or ou d'autres monnaies? Oui, donc tu as raison, nous avons eu de nombreuses expériences monétaires, manipulation de la monnaie dans l'histoire, même avant les banques centrales. Dans l'Antiquité, au Moyen Âge, on manipulait les pièces de monnaie, comme tu l'avais dit, dont la valeur nominale ou faciale était supérieure à leur teneur ou contenu en métaux précieux. Mais là, il s'agissait bien sûr d'une forme très primitive de la manipulation de la masse monétaire ou de l'inflation ou, si tu veux, du gonflement de la masse monétaire. Et le papier-monnaie ou la monnaie fiduciaire d'aujourd'hui facilite grandement les choses. D'accord, c'est juste qu'on Euh, change d'échelle en fait. voilà, voilà. L'une des premières expériences de papier-monnaie euh, a été introduite par John Law en France. Oui, C'était avant la création de la Banque de France. oui, C'était au début du XVIIIe siècle. ouais, c'était pendant la Régence, je crois. Voilà, il a fondé, John Law, il a fondé ce qu'on appelle la banque, ou on a appelé à l'époque la Banque Royale. Donc, c'est très similaire à une banque centrale, Oui. pour être honnête. Et c'était aussi avec le soutien de la couronne, hein, une fois de plus. Et la Banque Royale, elle a émis du papier-monnaie sous forme de crédit et a ainsi stimulé la bulle de Mississippi. Je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent l'histoire, mais on sait jamais, peut-être des jeunes ou des gens qui sont pas particulièrement intéressés par l'histoire économique. Donc ce qui s'était passé, c'est que la colonisation française aux Amériques et particulièrement dans la vallée du Mississippi promettait sur le papier en tout cas de grandes richesses, et donc on avait en quelque sorte anticipé la découverte et l'exploitation de ces richesses en émettant du papier monnaie qui était soi-disant gagé sur ces richesses que finalement on n'a jamais vraiment trouvé, ou en tout cas pas suffisamment pour couvrir tout le papier monnaie qui avait été émis. C'est un résumé qui te semble correct? C'est correct, oui, oui, c'est exactement ça. Il est très intéressant de noter que durant cette bulle, un célèbre économiste franco-irlandais qui s'appelle Richard Cantillon Oui. est devenu très riche. Euh, et beaucoup de gens ont perdu leurs économies. Hein, les gens qui ont investi dans la compagnie de Mississippi, ils ont perdu leurs économies, mais Cantillon, il a vendu au bon moment. Oui, donc il a bénéficié de l'effet Cantillon. Voilà, c'est exactement ça, exactement.
Oui, oui, très peu de gens le savent, mais c'était Richard Cantillon, entre autres, qui est devenu riche grâce à cette bulle, hein. Euh, donc, il est devenu riche pendant cette bulle, comme quelques autres spéculateurs. Et c'était ça aussi intéressant. C'était à cette époque, autour de l'année 1820, que le mot millionnaire a été utilisé pour la première fois en français. D'accord. Les millionnaires n'existaient pas avant. D'accord, oui, voilà. Et Après, c'est voilà. peut-être une question de, enfin, c'est pas que les gens étaient forcément moins riches, mais c'est que la dénomination monétaire, enfin, avec l'augmentation peut-être des sommes de monnaie, mais nominales, bah forcément, les gens se retrouvaient avec des millions, mais en ressources réelles, je pense pas que tout d'un coup, à l'époque, les gens étaient plus riches. En sens réel, il y avait des gens qui sont devenus riches, vraiment aussi, Ah hein, oui, ça, bien pendant sûr. cette bulle. Et c'est un phénomène typique, hein, des bulles inflationnistes. Certains s'enrichissent au détriment du grand public. Voilà. D'accord. Euh, et Alors, Richard Cantillon, il oui. a, bien évidemment, comme tu l'as dit, il a publié un livre très célèbre, le Traité du commerce en général, où il explique le mécanisme de redistribution Et il de était bien placé l'inflation. pour le savoir, apparemment, puisqu'il en a bénéficié Voilà, finalement. il a généralisé ses expériences personnelles. Ah ouais, c'est intéressant. Je pensais que c'était un apport théorique, j'ignorais qu'il l'avait finalement qu'il s'était basé sur son expérience personnelle. Si tu veux, il a testé sa théorie empiriquement. D'accord, non, c'est un point de vue intéressant. Mais d'ailleurs, alors je sais pas si on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on sera limité en temps, mais je trouve que même aujourd'hui, la leçon est valable. C'est-à-dire que si on croit que nos théories sur les effets du système de banque centrale sont bonnes, logiquement, en tant qu'investisseur, quand je vais acheter une action, une obligation ou je sais pas quoi, il doit y avoir moyen de me positionner au plus proche de la source de création monétaire. Donc je peux faire jouer l'effet Cantillon en ma faveur aujourd'hui si je suis investisseur et que j'ai une interprétation correcte du fonctionnement du système. Exactement, c'est ça. D'accord. Bon, ça je dis pour nos auditeurs qui voudraient vite devenir riches. Il y a le Bitcoin et il y a l'effet Cantillon. D'accord. Alors je voulais aussi te poser alors, une question qui va sembler toute simple, mais je pense que la réponse n'est pas si simple. Aujourd'hui, comment fonctionne la création monétaire? Je dis ça parce qu'on entend parfois que c'est la banque centrale qui, entre guillemets, imprime de l'argent. Tu vas nous dire si c'est vrai qu'il y a une impression effective ou si c'est au sens figuré. Mais souvent, des gens, particulièrement à gauche, nous disent non, mais après tout, ce sont des banques commerciales qui créent la monnaie. Elles empruntent à la banque centrale, mais la création monétaire elle-même, ce sont les banques commerciales. Alors, est-ce que tu peux nous clarifier un peu ça et peut-être en commençant par le système européen, s'il y a des différences notables avec les États-Unis, peut-être ce qui nous concerne d'abord, nous en Europe. Ok, oui, bien sûr. Donc les banques centrales créent de la monnaie de base ou la monnaie centrale. Mhm. Comme j'ai dit avant, elles sont monopolistes de la production de la monnaie de base. Et les banques commerciales créent des substituts de monnaie. Donc la monnaie de base ou la monnaie centrale, c'est ce qu'on appelle aussi M0. Oui, quand on parle de d'offres monétaires, ouais, c'est un des agrégats monétaires. Oui, exactement. Donc elle se compose de la monnaie en espèces, en circulation, des billets et des pièces, et des réserves bancaires détenues par les banques commerciales. Donc si je comprends bien, les pièces et les billets sont de la monnaie de base et ont le même statut que la monnaie qui est créée pour les réserves bancaires par exemple, sauf que les pièces et les billets, le citoyen comme toi ou moi y a accès directement. Donc en fait on a quand même accès à de la monnaie de base. C'est exactement. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui veut dire que les pièces et les billets sont pas la même chose que les euros que j'ai sur mon compte en banque. Les euros que j'ai sur mon compte en banque, ça c'est pas de la monnaie de Voilà, base. voilà. Les monnaies que tu as sur ton compte, ce sont des substituts de monnaie, hein. Ce sont D'accord. des pots à vue Mhm. et on peut considérer ça comme un substitut de monnaie. Et la vraie monnaie, c'est la monnaie en espèces, les pièces et les billets. Et la monnaie de base est entièrement contrôlée par les banques centrales. Donc, les banques commerciales peuvent créer des substituts de monnaie, c'est-à-dire des dépôts à vue par des transactions de crédit.
Et normalement, la somme de ces dépôts est supérieure à leur réserve. C'est ce que Oui, nous appelons un système bancaire à réserve fractionnaire. oui, Et pour c'est cette raison, ouais. les banques commerciales ont un impact sur la masse monétaire parce qu'elles peuvent créer des substituts en plus. Mais ceci dit, ces substituts, est-ce qu'ils ont, enfin, même si je comprends que techniquement ils ont un statut différent de la monnaie de base, mais au final, si je peux acheter les mêmes types de produits avec mes espèces, je sais pas, moi, si je vais dans un magasin, je vais acheter une télévision, je peux la payer en pièces et billets, à ce moment-là, je les paye en monnaie de base, ou alors avec le crédit à la consommation que m'aura accordé ma banque et qui aura été versé sur mon compte bancaire. Après tout, c'est la même, enfin comment dire, si cette monnaie peut acheter la même chose, est-ce que de fait il y a une différence importante entre cette monnaie de base que tu présentes entre guillemets comme la vraie monnaie et les substituts monétaires qui seraient un peu une sorte de sous-monnaie? Non, il n'y a pas de différence vraiment, hein. Quand on utilise les substituts de monnaie, donc la monnaie on peut dire scripturale sur les banques, sur les comptes des banques, Mhm. on transfère directement ces substituts. C'est exactement comme la monnaie de base. Donc, la seule différence, c'est quand nous avons envie de retirer l'argent et beaucoup de gens veulent faire ça en même temps, là, on peut avoir un problème. Oui, évidemment, s'il y a plus Euh, d'argent qui circule que ce qu'il y a de réserves réelles. C'est-à-dire en fait, si oui, s'il y a plus de substituts monétaires que de monnaie de base, en effet, ça pose, enfin ça pose un problème, quoi. C'est-à-dire que tout le monde ne pourrait pas tout retirer en espèces, par exemple. voilà. Ou la Mhm. monnaie sur les comptes ordinaires chez les banques commerciales ne sont pas complètement couverts par la monnaie de base. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que les banques commerciales ont un impact sur la masse monétaire. Et c'est la masse monétaire M1. C'est pas M0, c'est pas la monnaie de base, mais c'est la masse monétaire M1. Et la masse monétaire M1 se compose, encore une fois, de la monnaie en espèces en circulation, les billets, les pièces, Mhm. et les dépôts à vue normaux, hein, que D'accord. les gens détiennent auprès des banques commerciales. D'accord. Donc les banques, finalement, en créant du crédit, elles créent de la monnaie. Mais lorsque tu dis, ce sont les banques centrales, en revanche, qui ont le monopole sur la création de monnaie de base, sur quelles règles est-ce qu'elles décident cette création monétaire? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour la Banque centrale européenne décide de dire, voilà, on va créer un peu plus, un peu moins de monnaie de base, et comment est-ce qu'elle la crée? À qui est-ce qu'elle la distribue? Ça, c'est arbitraire, hein, et c'est aussi pour juste pour expliquer un peu plus le système. C'est aussi toujours pour la Banque centrale qui peut déterminer les conditions dans lesquelles les banques commerciales peuvent augmenter la masse monétaire. Donc, c'est la Banque centrale qui décide, par exemple, le taux à réserve minimale à garder. Ou voilà. Et ça serait possible pour les banques centrales de décider d'imposer un taux de réserve minimale de 100%. Et ça serait la Oui. fin du système bancaire à réserve fractionnaire. Et dans un tel système, les banques centrales contrôlent directement la masse monétaire à main. Donc, ce sont les banques centrales qui sont chargées de la politique monétaire. Et dans notre système actuel, ce sont les banques commerciales qui sont en quelque sorte le bras droit des banques centrales. Oui, Hein, c'est la on courroie peut de dire ça. transmission de ce qui est décidé par les banques centrales. C'est-à-dire, elles décident, on va encourager un peu plus ou un peu moins de création de crédit, mais ensuite, pour les détails techniques, on laisse faire quand même les banques commerciales. Et voilà. Et ça, c'est très important hein, dans notre système actuel. M1, c'est ce que, voilà, comme j'avais dit, la monnaie en espèces en circulation et la monnaie sur les comptes bancaires ordinaires, c'est la monnaie ou c'est la masse monétaire qui est importante pour étudier l'inflation. Lorsque la plupart des gens parlent de l'argent ou de la monnaie dans l'économie, ils pensent intuitivement à la masse monétaire M1.
D'accord. Parce qu'il s'agit de l'argent qui peuvent qui peuvent être dépensés à tout moment pour acheter des biens et des services. Oui, et ceci dit, bon, je vais peut-être pas aller trop loin dans cette direction, mais on pourrait tout à fait dire que j'avance dans les agrégats et que je parle de M2, M3, etc. D'accord, c'est peut-être pas de l'argent qui peut être immédiatement utilisé, mais en réalité, ce sont des choses qui sont presque assimilables à de l'argent parfois parce que ça peut se revendre assez vite, ça peut se mettre en gage contre d'autres prêts monétaires, etc. Donc je pense que c'est assez difficile en réalité de déterminer exactement quelle est la masse monétaire. Moi, il me semble qu'il n'y a même pas vraiment de frontière très nette entre ce qui est de la monnaie pure et ce qui est de l'instrument de crédit assimilable à de la monnaie. Oui, oui, c'est vrai, hein. Des fois, ça peut, ça peut devenir très compliqué. Récemment, en 2020, les Américains ont changé la définition de la masse monétaire en un. D'accord. Ça serait un peu trop compliqué d'expliquer ça, Oui, oui, mais bien sûr. Puis de toute façon, je voilà, pense il y a on des fera. Déjà, je renverrai nos auditeurs à un article qu'on a publié sur Contrepoint de ta plume justement sur l'inflation. ouais, Enfin, il y en a un ouais, premier qu'on a publié, très un bien. autre qu'on va publier bientôt. Donc évidemment, je renverrai les lecteurs à ça en référence. Oui, mais disons qu'au niveau, enfin les méthodes changent parfois. Or les méthodes sont importantes. Hein. C'était un peu ce qu'il faut retenir de ton article, c'est que c'est pas si simple de mettre une définition réelle derrière le mot inflation, niveau général des prix ou choses comme ça. Voilà, oui, c'est ça. La principale justification aujourd'hui du système de banque centrale, c'est plus forcément une question de dette ou de financement des guerres ou quoi, mais il semblerait que c'est une question de maintien de la stabilité du système financier. Donc aujourd'hui, on nous dit que les banques centrales, leur principal avantage, avant de passer ensuite aux effets qui sont de potentiels inconvénients, mais est-ce qu'elles ont pour avantage de pouvoir absorber justement les chocs financiers et les fluctuations normales du cycle économique. Euh, oui, alors l'objectif principal de la politique monétaire des banques centrales est de stabiliser pas les marchés financiers, mais le taux d'inflation. Donc ça, c'est l'objectif principal. Un taux d'inflation stable autour de 2% à moyen terme. Et si euh, ils atteignent euh, cet objectif, elles peuvent aussi se concentrer sur autres objectifs comme la stabilité du marché financier, la croissance économique réelle, euh, Oui, ou le taux la lutte le taux contre le chômage pour les chômage. États-Unis, ouais. Voilà, voilà, D'accord. exactement. Mais Mais en ceci dit, Europe, l'objectif principal, c'est la stabilité des prix. d'accord. Mais ceci dit, ça ne justifierait pas. Enfin, comment dire, c'est devenu leur objectif, la stabilité des prix, mais au moment où elles sont mises en place, donc là je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, pourtant c'était pas, il me semble-t-il, des périodes de très forte inflation, quoi. Par exemple aux États-Unis avant 1913, il me semble qu'on était plutôt sur une période où les prix dans leur ensemble n'étaient pas, ne menaçaient pas de ruiner toute l'économie. Oui, voilà. À l'origine, on avait des justifications différentes. C'est clair. C'est plutôt dans l'économie moderne, euh, dans notre système d'aujourd'hui, qu'on dit que l'objectif principal, c'est la stabilité des prix, défini comme un taux d'inflation positif autour de 2%. Oui, d'accord. Donc en fait, à Euh, partir du moment où elles existent, elles se trouvent à chaque fois de nouvelles raisons, enfin de nouvelles missions à accomplir, même si c'était pas ce qu'on leur demandait au départ, mais voilà, elles voilà. vont toujours nous prouver que, alors demain sera peut-être la sauvegarde du climat, enfin c'est déjà un peu le cas, mais la sauvegarde du climat ou la justice sociale ou je sais pas quoi, mais à les entendre pour ça, on aura toujours besoin d'une banque centrale, quoi, finalement. Voilà, c'est comme toutes les institutions publiques, elles se trouvent une raison d'être. D'accord. Et maintenant, on va parler vraiment des coûts
enfin des coûts ou des inconvénients de ce système de banque centrale. Je renverrai là aussi les auditeurs à des présentations que tu as fait en conférence sur un format assez court et qui explique ça plus en détail. Mais pour le résumer ici, la création monétaire via les banques centrales entraîne des transferts de richesses des uns vers les autres. Et alors tu vas nous dire un petit peu quels sont, enfin pourquoi il y a ces transferts de richesses et depuis quel groupe ils se font et en direction de quel autre groupe bénéficiaire. Bon, tout d'abord, la politique monétaire conventionnelle, dite conventionnelle, fait baisser les taux d'intérêt par une augmentation de l'offre de crédit. Et cela est toujours un avantage pour les débiteurs. Oui. C'est très facile à comprendre. Le taux d'intérêt plus faible, c'est un avantage pour les débiteurs. Et le plus grand débiteur de tout le temps est le gouvernement. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a un transfert de richesse du privé vers le public. Donc, Donc l'inflation des c'est-à-dire prix. ouais le taux, en fait si je suis bien, le taux d'intérêt qui existe réellement est inférieur au taux d'intérêt qui serait le taux d'intérêt naturel. Comment d'ailleurs est-ce qu'on peut savoir quel serait le taux d'intérêt naturel Voilà. puisqu'il n'y en a pas de taux d'intérêt naturel dans un système de banque centrale? Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il est forcément inférieur à ce qu'il serait? Moi, il faut arrêter de manipuler les marchés du crédit. Comme ça, on peut avoir, comme sur les autres marchés, une relation naturelle entre offre et demande et on verra quel est le taux d'intérêt naturel. D'accord. Et voilà, la politique d'ailleurs, monétaire, pardon, elle fait, c'est exactement ça, elle fait baisser le taux d'intérêt du marché en dessous du taux d'intérêt. mais ça, est-ce qu'on a des points de comparaison, par exemple, est-ce qu'on peut voir historiquement dans les périodes, par exemple, avant que les banques centrales existent et lorsque le crédit se faisait par des banques plutôt privées, est-ce qu'on a des données sur ce qu'étaient les taux d'intérêt de l'époque et donc peut-être que ça peut être une forme de comparaison par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui pour savoir ce que serait un vrai taux d'intérêt? Oui, mais la structure de l'économie à l'époque, elle était complètement différente, donc c'est très difficile à extrapoler. Ouais. C'est vrai que ça peut donner une idée, mais c'est pas une. On peut pas vraiment euh, Oui, c'est difficile de comparer. avoir une Ouais. estimation précise de ça. Moi, ce que j'entends souvent dans les commentaires économiques en ce moment, c'est que autant là, au début, par exemple, de la période inflationniste qu'on a connue depuis quoi 2020, 2021, j'entendais souvent, oui, il faut vite que la Banque centrale met trop de temps à relever ses taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont trop faibles, etc. Et là, j'entends les mêmes commentateurs qui nous disent souvent, mais là, ils ont remonté les taux d'intérêt trop vite, trop haut, trop durablement, etc. Sous-entendu, les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales sont au-dessus de ce qu'il faudrait. Mais par rapport à quoi? Comment ils font pour savoir si c'est trop haut, Mais trop bas, etc. c'est par rapport à leur comportement ou par rapport au comportement des acteurs économiques. Hmm. Quand on fait baisser le taux d'intérêt, les acteurs, les entreprises vont changer leur comportement et deviennent dépendantes de cette politique monétaire. Et donc là, si les banques centrales décident à changer, faire augmenter le taux d'intérêt, ça cause des problèmes parce que les entreprises sont dépendantes du faible taux d'intérêt. Et même aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont revenus allez, à la louche, on va dire, ils sont autour de 5%, je pense, en nominal, en tout cas. Est-ce que c'est toujours trop bas par rapport à ce que ça devrait être ou est-ce que ça serait en marché normal? Parce que pour les gens, ça Bon, paraît élevé, 5%. Je sais que ça l'est pas. moi, je sais pas. Hein. Ouais, je ne sais pas. D'accord. Mais voilà, on peut continuer un peu de parler des effets redistributifs Bien de sûr, cette oui. politique. Hein. Parce que ça ne change pas seulement le comportement des entreprises, mais ça change le comportement de quasiment tous les acteurs dans l'économie. Euh, donc, comme j'avais dit, l'objectif principal des banques centrales est de générer un taux d'inflation
autour de 2% à moyen terme. Oui, Et c'est un taux d'inflation plutôt modéré, je veux dire. Mais même un taux modéré d'inflation de prix de 2% a un impact significatif euh, sur, par exemple, le comportement en matière d'épargne. Hein, oui, les gens sont fortement incités à réorienter leurs épargnes vers des catégories d'actifs qui les protègent contre l'inflation, même si l'inflation est seulement de 2%. oui, Et voilà, quel est le résultat? La demande pour les actifs, bon, tels que l'immobilier, les actions, etc., oui. augmente d'une manière surproportionnelle. Et nous nous retrouvons avec une inflation des prix des actifs surproportionnelle. Hein, c'est très facile à comprendre. On a peut-être une inflation de prix de 2% pour les biens et services à la consommation, mais on observe depuis très longtemps une inflation de prix des actifs euh, bien plus élevée que ça. Par exemple, en France, depuis l'introduction de l'euro en 1999, euh, jusqu'à la crise financière de 2007, donc en seulement 8 ans, les prix de l'immobilier ont en moyenne augmenté par plus que 100%. Ils ont plus que doublé. Oui. Et après la crise financière, ils ont stagné pendant un certain temps, mais ils ont continué à augmenter depuis. Et d'autres pays connaissent des évolutions très similaires. Donc l'inflation de prix des actifs est surproportionnée et cela a un impact direct sur la répartition des richesses. Hein, c'est aussi facile à De quelle comprendre. manière alors? Les personnes qui possèdent des actifs en bénéficient. Hein. Si on possède des immobiliers et les prix augmentent, c'est Oui, super. Hein. c'est-à-dire si on les a Euh, achetés il y a 20 ou 30 ans et qu'on n'a rien fait de spécial entre-temps, on a juste vécu dans sa maison ou mis voilà, sa maison en voilà. location ou quoi, on est devenu virtuellement beaucoup plus riche. Et ça, c'est grâce à des taux d'intérêt artificiellement faibles, si je résume. C'est ça, c'est ça. Et les gens qui n'ont pas des actifs, qui n'ont pas d'immobilier, euh, eux, ils perdent. Parce que pour eux, ça devient de plus en plus difficile d'acquérir ces actifs et de se constituer un patrimoine réel pour l'avenir. Oui. Sachant Et qu'ils auraient peut-être accès au crédit, mais le problème de l'accès au crédit, c'est que ça privilégie les gens, soit qui ont déjà quelques actifs à mettre en collatéral, soit des gens qui ont des revenus fixes, assurés. Donc par exemple, c'est plus facile d'être un fonctionnaire que d'être un entrepreneur indépendant. Ça, en fait, même si je gagne la même somme à la fin du mois, ça ne me donnera pas les mêmes capacités d'acquisition dans l'immobilier, par exemple. Et donc, toute chose égale par ailleurs, il vaut mieux, là encore, avoir des revenus fixes et assurés. Donc, finalement, je dirais que les salariés, et particulièrement les salariés du public, sont gagnants, alors que les perdants seraient les entrepreneurs, les indépendants, tous ceux qui ont des situations un peu plus chaotiques. voilà, oui, c'est exactement ça. Et l'inflation de prix des actifs, elle a un autre impact. Euh, elle rend les investissements productifs moins intéressants. Et au contraire, les investissements spéculatifs deviennent plus intéressants. Donc les gens spéculent simplement sur l'augmentation des prix des actifs et peuvent en tirer un profit. Euh, ils n'investissent pas dans la formation de capital réel. Hein, mais on a besoin de capital réel pour augmenter la productivité et pour augmenter les salaires réels à long terme. Donc là, on peut dire que on a une redistribution des revenus du travail vers le revenu du capital à cause de changements de comportement d'investissement. Euh, et voilà, enfin, si c'est vraiment le cas, si les propriétaires d'actifs et les personnes qui reçoivent des revenus du capital bénéfices,
de la politique monétaire et inflationniste, il est très facile de comprendre euh, pourquoi le système actuel est défavorable aux jeunes. Parce que très souvent, les jeunes ne possèdent pas un corps d'actifs et ils sont plus dépendants du revenu du travail. Donc, c'est pour cette raison que les gens sont parmi les perdants. D'après toi, ça risque de poser problème socialement. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, à un moment donné, les jeunes n'en pouvant plus vont se rebeller contre ce système-là d'une manière qui sera peut-être violente, disproportionnée, mal orientée, etc. Mais est-ce que c'est pas ça le risque justement? C'est cette bombe à retardement d'avoir une jeunesse qu'on a de fait appauvrie et privée d'accès à la propriété et qui n'aura plus grand chose à perdre, quoi. Oui, je pense que c'est ça le grand danger. Et on voit ça déjà un peu dans les statistiques. Par exemple, parmi les jeunes, le taux de participation aux élections est très faible. Euh, donc, et je pense ils perçoivent que le système est injuste et ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas changer le système par les élections, par les moyens Et démocratiques. de fait, c'est très Et difficile, je pense, de le changer par les élections. Mais est-ce que, d'ailleurs, les banques centrales, alors peut-être que les défenseurs des banques centrales pourraient nous répondre aussi, c'est quand même pas pour rien que tous les pays au monde, en tout cas tous les pays développés, sont dotés d'une banque centrale qui fait à peu près la même chose, alors plus ou moins bien, mais en gros, on a l'impression qu'il n'y a pas de système alternatif. Toi, est-ce que tu penses que ça restera longtemps le cas, ou est-ce que là encore, si je reprends l'histoire longue, bah il y a eu la plupart de notre histoire s'est passée avant l'avènement des banques centrales. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retournement et est-ce qu'on pourrait voir disparaître des banques centrales ou au moins disparaître leur monopole et comment est-ce que tu verrais ça éventuellement arriver? bon, la disparition des banques centrales n'est pas impossible. Mhm. Ce n'est pas métaphysiquement impossible de créer un système sans banque centrale, mais je pense pas que ça soit très probable en ce moment. Mais tout dépend des hommes politiques, et il me semble que ils ne veulent pas changer le système. Les gens qui sont en position de changer le système sont normalement aussi les gens qui en profitent. Oui, donc ils sont pas trop Donc, intérêt à le il y a faire. un conflit, il y a un conflit d'intérêts, euh, si tu veux. Donc, je pense que c'est très improbable que le système va être changé euh, fondamentalement. Il y aura peut-être des petites réformes à gauche et à droite, mais on va garder les banques centrales en tant qu'institution publique. Là, au moment où on parle, on est le 31 août 2023, il y a des élections qui se profilent en Argentine et le candidat Javier Milei propose de supprimer la banque centrale argentine et de dollariser l'économie. Est-ce que ce serait une expérience intéressante comme ça de supprimer la banque centrale? Ou est-ce que c'est quand même pas la même chose que mettre les monnaies Euh, en concurrence? c'est pas exactement la même chose. Il va juste remplacer le peso par le dollar. Je pense que c'est une bonne idée. Ça va certainement stabiliser l'économie argentine. Oui, Et, mais ça ne résout pas le problème fondamental. Donc, ça va pas remplacer la Réserve fédérale aux États-Unis. Ça ouais. va juste augmenter un peu le pouvoir de la Réserve fédérale. Donc, du point de vue américain, c'est aussi une bonne chose. Si les Argentins utilisent le dollar, ce qu'ils font déjà d'ailleurs, Oui, dans les faits, ils les le font déjà, bien Argentins, sûr. Ouais. ils épargnent, voilà, ils épargnent déjà en dollars. Tous les contrats importants sont faits dénominés en dollars. Euh, donc voilà, ça va D'accord. pas changer énormément le fonctionnement de l'économie argentine, mais ça va encore, ça va la stabiliser, je pense. Donc
Je pense que c'est une bonne initiative de Javier Milei. D'accord. Et pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ou pour ceux en tout cas dont, d'après ta description, ceux qui se situent dans les plus grands perdants des politiques monétaires actuelles, est-ce qu'il existe des moyens de limiter cet effet, et notamment je pense à ceux qui n'ont pas forcément facilement accès à la propriété, quoi, est-ce qu'il faut acheter de l'or, du bitcoin, est-ce qu'il y a des moyens d'échapper en partie à ces effets-là? Oui, il faut faire un peu de tout, hein. Acheter de l'or, acheter des bitcoins, des crypto-monnaies, acheter des actions. Oui, Euh, c'est la seule manière de se positionner parmi les gagnants de cette redistribution inflationniste. d'accord. Mais Écoute, après, on peut faire des fautes et des erreurs aussi, hein, quand on achète des actions. Donc oui, il y a d'autant toujours des que risques et voilà. oui, effectivement, quand on achète des actions, tout dépend aussi si on va acheter des actions d'entreprises qui seront toujours sauvées par le système financier ou des entreprises qu'on laissera faire faillite si les taux remontent. Et ça, c'est pas toujours évident à savoir à l'avance qui va bénéficier des sauvetages qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà. Donc il faut diversifier un peu. C'est Ouais. important. Sans forcément parler de suppression du système de banque centrale, mais en Europe, on a quand même une situation particulière où on avait des banques centrales nationales, on les a toujours, mais en réalité maintenant la politique monétaire est décidée au niveau européen. Ceci dit, d'après ce que je comprends, ça crée des tensions entre les pays qui souhaiteraient une gestion monétaire encore plus souple. Je pense à l'Italie ou à la Grèce, au Portugal ou à la France. Je donne des exemples comme ça. Et ceux qui souhaiteraient, à l'inverse, une gestion monétaire un peu plus austère, en tout cas moins, comment dire, moins débridée. Et je pense en particulier à l'Allemagne, aux Pays-Bas, enfin ce qu'on appelle les frugal four, je crois. Donc toi, en tant que Allemand justement, mais qui connaît aussi bien la France et même d'autres pays, est-ce que tu as l'impression qu'en Allemagne c'est un sujet qui couve, et est-ce qu'il y a des tentations en Allemagne de comment dire, de retrouver son indépendance monétaire pour ne pas couler avec la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Est-ce que ça peut faire exploser l'euro, pour rendre la question Mhm. très simple? Oui, potentiellement oui, mais je pense pas que ça va faire exploser l'euro parce que les Allemands, pour le moment, ils ont accepté le système. Même s'ils ne sont pas très contents avec la politique monétaire qui est mise en place par la Banque centrale européenne, ils ont accepté. Et il est vrai que parmi le public, il y a pas mal de gens qui sont critiques, qui critiquent le système et le nombre de gens augmente. Mais la politique en Allemagne est toujours euh, a toujours accepté le système et ils ne vont pas faire grand-chose pour le réformer ou pour faire quitter pour faire Allemagne pardon pour quitter la zone euro. Et voilà. Donc initialement, c'est vrai que la monnaie commune, l'euro, était vu comme un moyen pour pousser l'intégration européenne. Euh, et ça a bien fonctionné peut-être pendant certains ans, mais là, en ce moment, on voit que de plus en plus, ça crée des tensions et voilà, c'est assez compliqué de trouver un compromis entre les économies qui sont assez différentes. Euh, dans la zone euro. On met en place une politique pour tous les pays, mais les pays sont assez hétérogènes et personne n'est content Personne à n'est la quoi, fin. d'accord. Donc Ok. voilà. D'accord. Bon ben écoute, Karl Friedrich Israël, merci beaucoup pour cette interview, et surtout de l'avoir fait en français, parce que je rappelle que tu es allemand, donc c'est pas ta langue maternelle, donc mais merci beaucoup de l'avoir réalisé en français. Et donc on renverra les auditeurs de Contrepoint vers certains de tes travaux, et puis des articles complémentaires, par exemple celui de Louis Rouanet s'il est disponible, donc je le mettrai en lien pour les auditeurs. Bon ben on mettra tout ça.
Et merci beaucoup, Pierre, pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu parler encore pendant longtemps, je pense, avec notre invité parce que ça implique beaucoup de sujets où on pourrait aller loin dans la technique, où on pourrait remonter plus précisément dans les références historiques, etc. Mais bon, j'essaie évidemment de faire des formats plus digestes. Merci encore pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, en plus évidemment de partager, de vous abonner et de l'écouter, l'essentiel de nos ressources provient des dons, puisqu'on est un journal indépendant à but non lucratif. Donc tout ce qu'on fait est vraiment soutenu par nos auditeurs et nos lecteurs. Pour nous aider, www.contrepoint.org. Puis vous allez dans la section aider Contrepoint et vous constaterez une nouveauté, c'est que désormais on accepte de nouveau en réalité les paiements en crypto-actifs, que ce soit en BTC ou en Satoshi via le Lightning Network. Bien sûr, nous faire un don en Bitcoin par exemple, ça vous sert à la fois à nous aider et à faire un bras d'honneur aux banques centrales au passage, ce qui n'est jamais déplaisant. Donc surtout, quel que soit le montant, en fonction de vos moyens potentiels, que ce soit aujourd'hui ou une autre fois, n'hésitez pas, et merci à tous pour votre soutien, ne serait-ce que pour votre fidélité à l'écoute de ce podcast. Enfin, je le rappelle pas toujours, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment sur Twitter et sur LinkedIn. Si vous avez une question, un commentaire, que vous souhaitez un petit peu échanger, n'hésitez pas, en général, je réponds toujours aux messages privés, alors ne vous en privez pas. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt!